Hello, hello, hello. Il est 23h02. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. Coucou tout le monde. Coucou la belle et chère communauté Instagram. Alors, je pense, à mon jour 12, quelque chose comme ça, je compte plus. Donc, pour celles qui me rejoignent, depuis le 25 avril, je me suis lancée à un défi de faire un live par jour pendant 30 jours. Et je kiffe, j'adore. Et vraiment, je suis super contente à chaque fois de me connecter, de vous retrouver et de partager, tout simplement de connecter avec vous. Ça me remplit de joie. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler de l'importance de demander de l'aide. De l'importance de demander de l'aide. Alors oui, et ça fait tellement de bien d'être soutenu par des personnes, en fait, qui n'attendent que ça, qu'on leur demande de l'aide. Souvent, je parle pour moi, pendant longtemps, j'ai voulu refuser de demander de l'aide parce que j'avais peur de passer pour une faible, pour celle qui n'y arrive pas, celle qui a besoin des autres, celle qui n'est pas forte, celle qui avait peur d'être dépendante des autres. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Y a des moments dans la vie où l'aide des autres nous est vraiment utile. Être aidé par les autres, c'est vraiment crucial par période et par moment. Et c'est important dans ces moments-là d'oser demander de l'aide, d'oser demander un coup de main, d'oser se sentir, oui, peut-être vulnérable quand on le fait, mais ça fait tellement de bien. Et surtout de voir que les autres sont vraiment là pour nous aider et ont envie de nous aider. Moi, ça a été vraiment un cheminement. Et aujourd'hui, je sais que j'ai de moins en moins de mal à demander de l'aide. Alors, je ne vais pas dire que je suis complètement à l'aise avec ça. Mais aujourd'hui, je sais que j'ose de plus en plus le faire. Et coucou Pierre, j'espère que tu vas bien. Merci, merci, merci. Et en fait, aujourd'hui, j'ose de plus en plus le faire. Alors, je le fais évidemment avec des personnes avec qui je me sens en confiance et que je sais que ça leur fera plaisir de m'aider. Mais je vois à quel point ça a changé ma vie de se sentir soutenue, d'avoir de l'aide, d'avoir des personnes qui nous apportent leur soutien. Waouh, ça fait du bien. Et ça, vous pouvez vraiment l'appliquer dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Quand vous sentez que vous avez besoin d'aide et que toute seule vous allez y arriver difficilement ou que ça va être compliqué, juste levez la tête et regardez les personnes qui sont autour de vous. Souvent, on ne se rend même pas compte de l'environnement qu'on a et de ces personnes. Et moi, je sais qu'à l'époque, je me disais, mais il n'y a personne qui va m'aider, j'ai personne qui m'aide. Mais c'est parce que, c'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est que je ne les voyais pas, tout simplement. Ces personnes, je n'arrivais pas à les voir parce que j'avais à l'époque mes propres croyances, mes propres limites. Oui, mais t'es une femme forte, oui, tu dois y arriver seule, oui, t'as pas besoin des autres. Enfin, je me racontais vraiment des choses comme ça, alors que non. Donc évidemment, c'est vrai que quand on a grandi d'une certaine façon, l'aide peut être vécue comme on peut le vivre comme un signe de faiblesse. Moi, clairement, c'est comme ça que je le vivais. Donc, je ne voulais absolument pas demander de l'aide. Et surtout pour moi, ça me demandait d'être vulnérable. Et je n'étais pas vraiment à l'aise avec la vulnérabilité. Voilà. Donc voilà, ce live va être très court. Mais c'était vraiment pour vous, voilà, pour vous rappeler qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Si vous sentez qu'il y a des moments dans votre vie où vous vivez des challenges, où il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, où vous sentez vraiment que vous aurez besoin d'un coup de main, demandez de l'aide. Et je vous promets qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, votre entourage, vos amis, votre famille, même des fois des inconnus qui pourraient vous aider et le faire avec joie.
Et quand on transpose ça dans le cadre du vaginisme, c'est la même chose. Ne restez pas seul face à votre vaginisme. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Moi, je sais que mon équipe et moi, on est là pour ça. On est fait pour ça. On a envie de vous aider et on le fera avec joie et plaisir et surtout avec amour. Mais même au-delà du vaginisme, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager. Moi, ça a changé ma vie, clairement. Je me vois aujourd'hui et la Mam que j'étais il y a 10 ans, qui voulait absolument pas d'aide et qui voulait compter toujours que sur elle-même. Et c'est vrai que ça crée carrément, vraiment une charge mentale parce qu'on a l'impression que tout repose sur nous. Alors que, et souvent, ce qui est paradoxal, c'est que quand j'étais comme ça, j'étais celle qui proposait de l'aide aux autres. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un dans mon entourage qui avait besoin d'aide, j'étais la première à être présente, à présenter, à proposer mon aide, à vouloir l'aider. Mais moi, quand il s'agissait de moi, je ne voulais plus demander de l'aide. Comme une sensation de honte à demander de l'aide, alors qu'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas de la honte. Au contraire, pour moi, c'est aussi un signe d'humilité et aussi de cette capacité de faire confiance aussi aux autres et puis de leur montrer que... Et puis ça fait plaisir aussi d'aider. C'est un plaisir que les autres ont aussi de vous aider. Donc voilà, vraiment ce message, parce que je sais que moi, ça a changé ma vie depuis que je fais confiance aux autres, depuis que j'ai pas de honte à demander d'aide et de voir à quel point les autres sont hyper contents de m'aider et se sentent utiles. Et surtout comment ça, c'est bon quoi, de se sentir soutenu, de se dire waouh, ça fait du bien, je ne suis pas seule à gérer ce challenge, je ne suis pas seule à devoir galérer toute seule. Et dans le cadre du vaginisme, moi c'était la même chose. Quand j'en souffrais, j'avais vraiment de la honte à demander de l'aide. Donc vraiment, voilà, demandez de l'aide quand vous en sentez le besoin. Il y a des personnes qui sont dans votre entourage et qui n'attendent que ça et qui seraient ravies, en joie et en amour de le faire. Et en plus, qui ont tout ce qu'il faut pour vous aider. Tout ce qu'il faut, mais vraiment tout ce qu'il faut pour vous aider. Les compétences, le matériel, les outils, les contacts, les relations, tout, vraiment tout. Et en fait, c'est comme s'ils attendaient que ça, sauf que si vous ne faites pas la démarche, bah, eux, ils ne sauront pas que vous avez besoin d'aide. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous engager à vous dire qu'à chaque fois que j'ai besoin d'aide, que je lève la tête et je regarde autour de moi qui pourrait m'aider. Et quand je sens que je suis en paix d'aller vers telle personne et que je suis en confiance, j'y vais. Évidemment, le but, c'est pas de demander de l'aide à outrance, à n'importe qui, n'importe quand. C'est vraiment quand vous sentez que à votre niveau, vous avez épuisé toutes vos ressources et que vous savez que dans cette situation-là, il vous faudrait d'autres ressources, de personnes extérieures de votre entourage, bah, allez-y. Voilà, allez-y et demandez-leur. Et je vous promets que vous allez être agréablement surprise de la bonté des gens. C'est vrai que souvent, on se dit qu'on est dans une société où les gens peut-être sont égoïstes, ne pensent qu'à eux et que personne n'aide personne. Je vous promets que ce n'est pas vrai. Il y a des gens sincèrement bons, bienveillants, généreux et qui aiment aider. Vraiment. Et si c'est une croyance que tu as de te dire peut-être que on est dans une société où chacun pense à soi, on a tous nos problèmes. Non, je vous assure qu'il y en a qui n'attendent que ça et qui en plus vont le faire avec un plaisir, une joie immense. Et il y a des personnes qui adorent aider. Donc allez-y, demandez, quelle que soit l'aide. Hein. Là, évidemment, moi je parle souvent du fait de demander de l'aide quand on souffre de vaginisme, ce qui est très important. Parce qu'en restant dans votre coin, il ne se passera rien. Surtout si vous avez épuisé vos ressources, vous avez utilisé tout ce que vous avez à votre portée pour guérir, mais que vous sentez que vous êtes toujours bloqué. Demandez de l'aide. Écrivez-nous. Contactez mon équipe. Posez vos questions sous mon post. Venez en live. Posez vos questions. Et là, vous aurez de l'aide.
mais c'est transposable dans toutes les sphères de votre vie. Si demain vous déménagez, demandez de l'aide si vous ne vous sentez pas capable de tout gérer. Si vous voulez, si vous êtes débordé, que vous n'avez pas le temps de faire telle démarche ou autre, demandez à votre entourage de l'aide. Les personnes sont là. Voilà, moi c'est ce que j'avais à vous partager, vraiment, parce que je sais à quel point le fait de oser enfin demander de l'aide aux autres a littéralement changé ma vie. Et en plus de ça, ça m'a fait connecter avec le fait que le monde est que les gens peuvent être, alors pas tout le monde évidemment, mais que euh, en fait ça m'a fait croire à l'humanité. Que oui, des gens bons existent, oui, des belles personnes existent, oui, il y a des gens qui sont là et qui sont généreux et qui peuvent aider. Et ça fait du bien. C'est vrai que quand on reçoit de l'aide, de l'amour, du soutien, bah, en fait, ça nous réconcilie avec le fait que, bah oui, moi en tout cas, moi, ça m'a permis de croire davantage à l'humanisme des gens et à l'humanité. De me dire, oui, il y a vraiment des belles personnes sur Terre et qui le font de façon désintéressée, qui ne le font pas pour une raison ou pour une autre, qui le font parce que avec le cœur, voilà, avec de l'amour, avec de la sincérité et naturellement, vraiment, et ça c'est important, naturellement, naturellement, il y a des gens qui aident naturellement et ça m'a réconcilié avec le fait que oui, on est dans un monde peut-être un peu fou, on est dans un monde où des fois on se dit dans quel monde on est, mais en même temps on est dans un monde aussi plein d'humanité et d'humanisme. Et ça c'est important de se le rappeler. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le monde, ou qu'on est sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est dans un monde qui marche la tête en bas. Mais quand on est dans la vraie vie, avec des vraies personnes, et qu'on voit comment certaines personnes peuvent être bienveillantes, remplies de bonté, pleines d'amour, généreuses, qui aident naturellement avec le cœur, et qui le font et qui contribuent, qui vraiment contribuent à un monde meilleur, bah en fait on se dit, ah oui, d'accord, on est aussi dans un monde plein d'humanité, avec des personnes vraiment humanistes. Voilà. Bah écoutez, les filles, je ne sais pas s'il y a des questions ce soir. Si vous en avez, bah, ce sera avec grand plaisir de vous répondre. Mais voilà, c'était cette inspiration-là que j'avais envie de vous partager ce soir. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que, bah, dites-moi si c'est facile pour vous de demander de l'aide à votre entourage. Est-ce que quand vous demandez de l'aide, vous êtes aidé? Est-ce que vous aidez vous aussi les autres? Parce que c'est important, parce que je pense que c'est aussi dans les deux sens. Le but, c'est pas juste d'être tout le temps celle qui demande de l'aide, mais que quand on peut aider, qu'on aide aussi. Et c'est vraiment cet échange-là aussi qui est nourrissant. C'est-à-dire que je pense que ça ne doit pas être intéressant d'être toujours dans la position de celle qui demande. Et des fois de se dire, ok, là j'ai eu de l'aide, là j'ai reçu de l'aide, là j'ai demandé de l'aide, j'ai reçu de l'aide. Et dans quel cas, moi, je peux être une ressource aidante pour une autre personne. Et vraiment être dans cette dynamique du donner et du recevoir, du donner et du recevoir. Et ça crée un équilibre, je pense, qui est quand même bon pour la Terre, pour le monde, pour l'humanité. Alors, je vais voir s'il y a des partages. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta première fois et quel âge, si c'est pas indiscret? Bien sûr, je peux vous raconter ça. Je vais voir s'il y a d'autres questions sur le sujet de l'aide, du fait de demander de l'aide. Alors, pour répondre à la question, ma première fois, c'était après mon mariage, c'était en 2014. Donc, je me marie, je me suis préservée jusqu'à mon mariage. Et donc, quand on s'est mariés, on est parti à l'hôtel avec mon mari. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à cette époque-là, j'avais pas de connaissances en fait sur la sexualité parce que quand j'étais plus jeune, en fait j'ai été éduquée dans une famille où il n'y avait pas de place à parler de sexualité, la sexualité était taboue, je pouvais en parler avec personne en vérité. Euh, les seuls échanges que j'ai eus sur la sexualité, je pense, avant mon mariage, c'était avec une copine qui s'était mariée quelques années avant moi et qui m'avait dit qu'elle avait très très mal et que c'était comme si on mettait un couteau. Enfin, vraiment, elle m'avait
Elle m'avait raconté sa première fois, c'était horrible. Et moi, j'étais choquée. Parce que je n'imaginais pas ça comme ça. Même si on m'avait aussi dit que la première fois, tu allais avoir mal, tu vas pas savoir marcher le lendemain. Plein de choses comme ça qui m'ont, voilà, je pense que j'ai intégré comme une vérité, qui sont devenues des croyances limitantes. Et du coup, quand je me suis mariée, j'avais aussi toutes ces choses en tête. Et en fait, donc on arrive dans l'hôtel, tout se passe très bien, on était content d'être mariés. Et puis moi, dans ma tête, je me disais, enfin, je vais pouvoir vivre pleinement ma sexualité. Enfin, ça y est, on est mariés, je vais pouvoir faire l'amour comme j'ai envie. Bah, sauf que tout ne se passe pas comme ça. Pour celles qui souffrent de vaginisme, vous imaginez déjà la suite. C'est qu'une fois que voilà, les préliminaires sont passés, que on a envie d'aller plus loin, là tout de suite on se sent très vite rattrapé par une réalité qui est l'impossibilité, un blocage qui est là comme un mur et impossible d'aller plus loin. Avec cette peur qui est là, cette angoisse, des émotions qui remontent qu'on ne connaît pas en fait. Moi je sais qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi j'avais autant peur et pourquoi j'étais aussi angoissée, pourquoi cette situation me dépassait autant. Donc dès que mon mari s'approchait de moi, je le repoussais. Et j'avais les cuisses presque qui se fermaient presque automatiquement. Et dans ma tête, à cette époque-là, j'avais vraiment l'impression que si je le laissais me pénétrer, j'allais mourir. Donc l'équation dans ma tête, c'était pénétration égale mort. Et donc évidemment, quand on a en tout cas cette équation dans la tête et cette vision des choses, c'est impossible d'aller plus loin. Et surtout, moi, ce qui vraiment me dérangeait, c'était ces vives émotions, cette angoisse qui était là, cette peur, et je ne savais pas maîtriser ces émotions. Surtout qu'à l'époque, je n'avais pas encore fait le travail que j'ai fait sur moi. Les émotions, je ne savais pas les gérer. Ça montait, puis ça a explosé. Je pleurais. Du coup, je pleurais pour évacuer ce qui montait et que je ne savais pas gérer. Et surtout que je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est qu'en ce moment-là, il y a tellement des vives émotions qui arrivent toutes en même temps qu'on est en fait chamboulé. Et en plus, il faut gérer cette peur aussi de la douleur, parce qu'il y a aussi cette peur d'avoir mal. Donc cette peur, parce que c'est vraiment quelque chose de très très particulier, le vaginisme. Donc voilà. Donc ma première fois, ça s'est super mal passé. Parce que déjà, moi j'étais très... En fait, c'était un choc dans le sens où je ne m'attendais absolument pas à ça. Alors oui, peut-être que j'étais préparée dans le sens de me dire que oui, tu auras un peu mal, mais bon, peut-être qu'au début tu auras peur, mais au bout de quelques temps, ça va passer. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile pour moi. Et je ne m'attendais pas à ce que ça soit tout de suite. C'est-à-dire, dès le début, j'ai vu qu'il y avait un blocage. Je l'ai senti tout de suite qu'on n'allait pas pouvoir aller plus loin. Et ça, clairement, c'est le vaginisme. C'est-à-dire que dès que le conjoint veut aller plus loin, on se braque, le corps se referme complètement. On a toutes nos émotions qui remontent et dans ma tête, c'était vraiment Bagdad. En fait, tout se mélangeait dans ma tête. Je revoyais les messages, les paroles de ma mère, ce que me racontait ma copine, toutes les choses de mon enfance que j'entendais, qui m'avaient quand même traumatisée. En fait, tout remontait en même temps. Et en plus de ça, le manque de connaissance de mon corps, celui de mon partenaire, le fait que la sexualité était longtemps associée à quelque chose de sale, de pas bien, de négatif. Waouh, c'est en fait, t'arrives là et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en tout cas, à cette époque-là, la seule chose que je pouvais faire, c'était me braquer, me refermer sur moi, fuir et repousser mon conjoint parce que c'était trop. C'était trop. C'était trop. Déjà, la nudité me faisait peur. Je pense que c'était peut-être l'une des rares fois où j'avais vu un homme complètement nu. Donc déjà, moi, ça me choquait. Et en plus de ça, j'avais pas
j'avais pas tout le bagage que j'ai aujourd'hui sur comment faire. Voilà, il y avait beaucoup d'inconnus. En fait, dans l'équation, il y avait beaucoup d'inconnus. Il y avait beaucoup d'auto-jugement aussi par rapport à moi, à mon propre corps. Je n'étais pas à l'aise. Et ouais, c'est très complexe quand du jour au lendemain, en fait, on se retrouve dans une situation qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et en plus, avec tous ces paramètres qui rentrent en jeu. Et surtout, j'étais pas du tout préparée. C'est-à-dire qu'avant, genre la veille de mon mariage, on me disait pas de sexe, pas de sexe, pas de sexe, c'est mal, c'est pas bien, préserve-toi. Un jour après, il fallait que je sois une déesse du lit, une déesse du lit. C'était pas possible avec tout le bagage émotionnel, croyances limitantes, tout ce qu'on m'avait raconté. En fait, je ne pouvais pas je ne pouvais pas, en ce moment-là en tout cas, être complètement à l'aise, prendre mon pied, grimper au rideau, m'éclater, me lâcher. Pas du tout, j'étais complètement bloquée. C'était, je sais pas, au bout de combien de temps j'ai réussi? J'ai réussi au bout de presque 2 ans. Presque 2 ans. Et à chaque fois quand on essayait, c'était le même combat. Et à chaque fois, j'y allais avec beaucoup d'espoir en me disant « Ah, cette fois-ci, ça va marcher parce que, allez, je vais respirer. Attends, je vais utiliser les dilatateurs. Ouf, respire par le ventre. » Enfin, plein de techniques que je lisais, que j'apprenais ou que des professionnels de santé me donnaient. Mais à chaque fois, tu avais l'impression que tu repartais de zéro. En tout cas, moi, je me disais « Mais c'est pas possible. » À chaque fois, c'était les émotions, les mêmes émotions, aussi vives, la même peur. Et à chaque fois, c'était la même déception aussi. Parce que le problème, c'est que après, on se sent déçu, on se sent nul. Je me sentais vraiment nulle, incapable. Donc, tout ce qui est lié amour et estime de moi, c'était zéro. Et surtout, j'avais une culpabilité énorme envers mon conjoint parce que j'avais l'impression que je le privais de ça. Et à côté, on avait l'impression que tous les couples faisaient l'amour normalement, naturellement, prenaient leurs pieds. Et nous, on galérait, quoi. C'était hyper complexe. En tout cas, moi, je le vivais vraiment très mal. Et à cette époque-là, je me disais, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais vraiment l'impression que j'avais fait quelque chose de mal. Et ce vaginisme était un peu comme ma punition. Et j'étais convaincue de ça. On m'avait jeté un sort. Enfin, je me racontais vraiment n'importe quoi. Mais à l'époque, j'y croyais tellement. Alors, ouais, franchement, c'est un cauchemar ce truc, je vous assure. C'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Et franchement, je le souhaite pas. Je le souhaite à aucune femme. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a tellement de femmes qui vivent ça. Surtout là, on est samedi soir. Moi, les samedis soirs, c'était le jour que je détestais le plus. Parce que le samedi soir, voilà, on se dit, on va passer des moments en couple. Et en fait, c'était la catastrophe. Et je me réveillais le dimanche matin. J'avais l'impression que ma vie était foutue. Et c'était compliqué. Le samedi soir, c'était vraiment le jour. Autant la semaine, j'esquivais parce que voilà, il y avait tout ce qu'on avait à faire, le travail, etc. Donc, je pouvais prétexter du fait qu'on est occupé en semaine. Mais le week-end, parce que moi, le week-end, c'était... le week-end, c'est du temps en couple. Le samedi soir, ça doit être un moment à partager. Et en fait, à chaque fois, on est resté comme ça quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. Et c'était difficile. Et puis en plus, je pouvais en parler à personne. J'avais honte vraiment d'en parler. J'avais honte de passer pour une folle. J'avais honte qu'on me regarde du style, mais comment ça, t'es mariée depuis un an et tu es toujours vierge? Comment ça? Et en plus, j'avais pas réellement de personne de confiance avec qui je pouvais m'ouvrir sur un sujet aussi intime. Voilà, et je pense que c'était surtout ça. C'est qu'à l'époque, j'avais pas de personne de confiance à qui je pouvais m'ouvrir. En plus, j'avais tellement peur de le raconter à quelqu'un qui aille le raconter à une autre personne et que cette personne me raconte à une autre personne. En fait, j'étais vraiment pas en confiance avec
avec les personnes que j'avais autour de moi et je n'en avais parlé à personne. Donc c'était un peu notre secret d'État, mon mari et moi, et mon ex-mari et moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis dit, je vais en parler à ma mère euh, parce que peut-être elle connaît des secrets de grand-mère, peut-être qu'elle pourra m'aider. Donc j'appelle maman, je lui explique. Et même elle n'y croyait pas. Même ma mère, elle était tellement dépassée, elle n'y croyait pas. Et c'est pour ça que des fois, voilà, certaines femmes me demandent est-ce que je peux en parler à ma mère. Je leur dis, bah, si tu sens que c'est ce qu'il faut faire, fais-le. Mais je sais que les mamans aussi ne vont pas toujours comprendre. Et ma mère, ça lui avait mis de la pression. Elle m'appelait quasiment tous les jours pour savoir si c'était réglé. Et moi, ça me mettait encore plus la pression. Donc franchement, faut bien réfléchir. Après, tout dépend de la relation qu'on a avec sa mère. Moi, je sais qu'à l'époque, voilà, c'était pas forcément la relation que j'ai avec elle aujourd'hui. Où aujourd'hui, on a plus de complicité, où on se dit plus des choses, où on s'écoute plus, où il y a vraiment, enfin, c'est complètement différent. Mais du coup, quand j'en ai parlé avec ma mère, elle n'y croyait pas. Elle me disait, comment ça? Tu veux dire que depuis ton mariage jusqu'à maintenant, vous arrivez à rien faire? Et je lui dis oui. Même elle était choquée. Elle me dit, mais attends, comment ça enfin, et après, ça lui a mis la pression. Et tous les jours, elle m'appelait. Alors, vous y arrivez? C'est bon, ça marche. Et je lui disais, non, maman, non, maman, non, maman. Et tous les jours. Et moi, ça a fini vraiment par me mettre une pression, mais énorme. Et en plus, à l'époque, c'est pas ce dont j'avais besoin. Parce que déjà, j'avais cette charge mentale sur mes épaules. J'avais plus besoin qu'on me réconforte, qu'on me rassure, qu'on me demande des comptes et qu'on me demande si j'y arrive. Voilà, donc donc c'est quand même un peu compliqué. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pareil, j'en parle à personne, ça regarde personne en même temps. Alors, ça dépend de qui en fait, Samia, ça dépend vraiment de qui. Tu peux en parler avec des personnes qui seront t'aider. Si tu as en face des personnes qui te comprennent, qui sont passées par là, oui. Mais si c'est des personnes euh, connaissent même pas le vaginisme et qui savent même pas ce que c'est, je ne pense pas que ce soit les bonnes personnes à qui en parler et je ne pense pas que ce soit des personnes qui ont les ressources pour pouvoir t'aider. Ça, c'est sûr. Après, je pense qu'on peut évidemment aider. On peut trouver les bonnes personnes avec qui en parler quand on souffre de vaginisme. Et ces personnes peuvent être à l'écoute et surtout nous être utiles. Mais pour moi, aujourd'hui, avec l'expérience, je pense que ça ne sert à rien d'en parler avec les personnes qui ne connaissent pas et qui ne vous comprennent pas. Qui ne vous comprennent pas. Parlez-en vraiment aux bonnes personnes, aux personnes expertes du sujet, par exemple mon équipe et moi, ou d'autres personnes de votre choix, mais en tout cas parlez-en aux personnes qui connaissent cette thématique, qui l'ont vécu de préférence, qui en sont guéries, parce que ça va être les meilleures personnes pour vous comprendre déjà, et vous donner les bonnes ressources pour pouvoir guérir. Alors, je regarde... Miss qui dit pareil, le samedi, ça en devient un cauchemar. Merci pour tout ce que tu dis, je le vis. Waouh. Ouais. C'est vrai que le samedi, c'était moi le soir où j'étais le moins à l'aise parce que je savais que le samedi et les soirs de Saint-Valentin aussi, c'était un cauchemar. Oh my God, quand j'y repense. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui, mon équipe et moi, nous sommes là pour vous tenir la main, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, parce que je sais à quel point c'est un poids, ce vaginisme, et à quel point ça peut pourrir une vie en fait. Et on s'en rend pas compte, parce qu'au début on se dit ça passera, et puis des fois ça passe pas. Au bout d'1 an, 2 ans, nous on a accompagné des femmes qui en souffraient depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis une dizaine d'années. Et franchement, moi je me dis waouh, quand même 10 ans, je trouve ça énorme. Et donc n'attendez pas d'être arrivé à 10 ans de vaginisme pour
demandez de l'aide. Si aujourd'hui ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous n'y arrivez pas et que votre vie sexuelle est bloquée, que c'est un cauchemar et que vous souffrez et que c'est une charge mentale et que votre âme souffre, demandez de l'aide. Et vraiment, mon équipe est là, nous sommes là. Nous avons aidé maintenant plus de 350 femmes à se libérer du vaginisme. Donc on est très bien placé pour savoir que ça se guérit. Et surtout que vous n'êtes pas seul. Vraiment. Et vous allez voir que quand vous allez vous prendre en main et que vous êtes avec les bonnes personnes, au bon moment pour vous, avec les bons outils, le bon accompagnement, en fait, vous allez guérir. Vous allez tout guérir. Ça, j'en suis sûre parce qu'à chaque fois, on a des beaux témoignages, comme vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube et même sur Instagram. Il y a régulièrement des témoignages. Moi, il y a des semaines où je tourne 3-4 témoignages de femmes qui ont fait notre programme, qui sont aujourd'hui guéries et qui partagent en fait leur expérience pour vous montrer que pour vous aussi, c'est possible. Parce qu'il y a quelques mois, elles étaient exactement comme vous. Elles étaient à votre place, elles se doutaient énormément, elles se posaient beaucoup de questions et aujourd'hui, elles sont guéries. Alors, je vois s'il y a des questions ou des partages. Surtout se faire TTR, j'ai pas compris. Samia qui dit oui, c'est ça, la plupart des femmes autour de moi ont une sexualité normale, à l'aise, donc pour ça, je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui en parler. Ouais, je te comprends. Moi, j'avais personne avec qui en parler. Et puis j'avais honte, surtout moi, je ne sais pas si vous avez vous ce sentiment, mais moi à l'époque j'avais une profonde honte, je me sentais incapable, je me sentais nulle. Et comme à l'époque, en fait c'est vraiment le principal point noir de ma vie, parce que j'étais bien professionnellement, j'avais tout pour moi. Et c'est vrai que mon entourage, je pense que même si je leur avais dit, il y en aura qui ne m'auraient pas cru. Parce que j'étais vraiment celle qui avait réussi partout. Donc, dans leur tête, je ne pouvais pas, entre guillemets, échouer sur une chose qu'elles jugeaient aussi banale. Parce que j'étais vraiment perçue comme celle qui avait réussi ses études, celle qui avait trouvé un travail tout de suite après son diplôme, celle qui avait eu quand même un bac+5, celle qui est intelligente, celle qui s'est mariée, celle qui a un logement. Enfin, tout ce qui était, entre guillemets, considéré comme un signe extérieur de réussite, je cochais les cases, pardon. Et du coup, sur ça, je pense qu'il y avait aussi cette part de moi qui me disait la honte, quoi. Attends, t'as réussi tout ça, t'arrives même pas à faire l'amour avec ton mari, quelle honte. Et je le vivais vraiment comme une honte. Et c'est cette honte qui m'empêchait. Oui, il y avait cette question de confiance aussi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas de personne avec qui je pouvais m'ouvrir autant et partager autant des choses intimes. Surtout que moi, il y a quelques années, l'intimité, c'était quelque chose de très, 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 très spécial. Hein. Aujourd'hui, j'ai des relations avec des personnes avec qui je suis complètement vulnérable, où l'intimité est facile, où j'arrive à m'ouvrir à elles, elles s'ouvrent à moi, on peut parler de plein de sujets. Et franchement, c'est nourrissant. D'ailleurs, je me faisais la même réflexion tout à l'heure, juste avant de lancer le live, où je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, dans mes relations, ce que je recherchais aussi, c'était vraiment cette connexion avec l'autre et aussi cette intimité proche. C'est-à-dire avoir des relations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles, où il y a une forme d'intimité, où je peux parler avec l'autre, où je peux me connecter de cœur à cœur, je peux me connecter d'âme à âme. Mais à l'époque, j'avais pas cette capacité-là de connexion. En plus, je pense que je serais même pas à l'aise d'échanger avec autant d'intimité avec d'autres personnes. Je sens qu'à l'époque, j'avais un blocage. Alors, j'y ai beaucoup travaillé ces dernières années. Quand je parle de travail sur moi, c'est aussi ça. C'est aller travailler les freins, les obstacles, les blocages qu'on a et qui nous empêchent en fait de connecter avec l'autre et d'être en relation avec l'autre. Et donc, en travaillant sur tout ça, aujourd'hui, je suis vraiment très à l'aise de créer des relations avec une intimité forte, des liens forts,
des personnes avec qui je peux parler de sujets personnels et intimes en toute confiance. En toute confiance. Et de façon très safe et respectueuse. Ça n'a pas été le cas. Il y a 8 ans en arrière, j'étais incapable de le faire. Donc il y avait ça aussi qui jouait en ma défaveur, c'est que j'avais honte, je ne me sentais pas en confiance et les sujets intimes, c'était quand même des sujets difficiles pour moi. Parce que même dans le contexte familial, l'intimité, ce n'était pas quelque chose qui était facile. Moi, je sais que il n'y avait pas vraiment de place à l'intimité, même dans le cercle familial. Voilà, donc tout ça jouait, et tout ça avait quand même des répercussions sur tout ça. Il y a toujours un truc qui bloque, personne n'a une vie pareille. Tout à fait, exactement. Et ça, si on le sait, bah, on demande de l'aide, surtout ne pas se tromper. Ok, ouais, tout à fait. À cause des copines qui disent que ça saignait beaucoup, l'hymen se déchire, fait mal, c'est à cause de ces gens-là. Alors, on va pas dire que c'est à cause d'eux, parce que le but ici, c'est pas de pointer du doigt, de les accuser, de dire que c'est de leur faute. Oui, certainement, ils ont contribué au fait que cette peur est là. Mais à un moment donné, il faut être aussi... il faut pas juste accepter d'être victime, mais surtout d'être responsable, de reprendre son pouvoir sur la chose. Ok, ces gens nous ont dit ça, mais aujourd'hui, on est adulte. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations? Surtout que maintenant, on sait que la plupart des choses... En fait, ces personnes parlaient d'elles et pas de nous. Elles nous ont raconté leur expérience, elles parlaient d'elles et pas de nous. Donc c'est ça la maturité, c'est quand on devient adulte, ou qu'on évolue, on prend conscience que ces gens nous ont raconté leur expérience, mais c'était leur expérience. Ce n'est pas ton expérience, ce ne sera peut-être pas mon expérience. Donc, à un moment donné, c'est important de sortir de cette case de victime et de dire oui, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute des autres, c'est les gens, ou c'est la société, ou c'est le médecin, ou c'est le kiné, ou c'est le gynécologue, c'est à cause d'elle, lui, c'est à cause d'elle. Ok, tout ça existe, on ne va pas le nier. Voilà, ces situations ont quand même créé des dégâts, il y a quand même des conséquences, on ne va pas le nier, c'est une réalité. Quand tu as entendu des choses, ça crée quand même un impact sur toi. Moi, je sais que la façon dont j'ai été éduquée, les paroles que cet ami-là m'a dit, les choses que j'avais vues quand j'étais jeune, tout ça ont joué dans ma perception de ma sexualité et de la façon dont je voyais le rapport sexuel à cette époque-là. Pour moi, ça allait être une déchirure, il allait y avoir du sang partout, même le sang allait gicler de partout. Dans ma tête, c'est un film d'horreur. Parce qu'on m'avait jamais parlé de la sexualité avec une vision positive. Moi, on m'a éduquée en me disant que c'était pas bien, donc on m'a dit des choses négatives pour me dissuader, pour que j'arrive vierge au mariage. Et moi, toutes ces choses-là, je les ai vraiment intégrées comme étant la vérité. Après, avec le temps, on grandit, on évolue, on travaille sur ça, on se développe, on est adulte. Il est temps d'aller revisiter toutes ces choses qu'on nous a racontées et d'aller voir où est la vérité et où sont les choses qu'on nous a dit pour nous dissuader et de se libérer en fait de toutes ces choses-là qui ne sont pas nous, qui nous freinent, qui nous empêchent de nous épanouir et d'être dans notre plein potentiel et notre plein pouvoir. Et c'est ça la responsabilisation. C'est qu'à un moment donné, on dit stop, je ne suis pas victime. Ok, ça a eu un impact, on ne le nie pas parce que les mots ont un impact. Moi, les mots ont eu un impact sur mon corps. Ça a créé même des traumatismes, honnêtement. Mais après, on en guérit. D'ailleurs, c'est important de faire un travail de guérison sur ces blessures émotionnelles du passé, ces traumatismes. Mais après, on revoit toutes ces choses-là et on dit, ok, ça, c'était pas vrai, je jette. Ça, ok, c'est vrai, je garde. Ça, par contre, c'était pas utile qu'on me le dise, mais bon, on me l'a dit pour me faire peur, pour me dissuader. Donc, à la poubelle. Et c'est là qu'on va trier sa tête pour ne garder finalement que l'essentiel, pour ne garder que notre vérité. Et c'est ces choses-là qui font sens pour nous et qui nous permettent d'avancer et d'évoluer. Samia qui dit, après il y a aussi les mamans qui disent attention, va pas avec les garçons, ils vont te prendre et te jeter. Ça aussi, ça peut choquer, mais complètement. Moi, je vais peut-être faire un spectacle un jour sur Maman m'a dit,
je vais raconter tout ce que ma mère m'a dit quand j'étais jeune. Parce que les mamans, c'est chaud, hein, franchement. Mais je pense qu'elles ne le font pas pour nous faire du mal. Honnêtement, il n'y a aucune mère qui va dire des choses comme ça à sa fille pour lui faire du mal. Elles, quand elles le disent, elles pensent nous protéger. Sauf que malheureusement, les phrases qu'elles nous disent vont nous choquer et créer même des fois des traumatismes. Vous voyez? Donc, oui, les mamans nous ont dit plein de choses. Moi, ma mère, et encore aujourd'hui, des fois, elle me dit des choses, je sais même pas d'où elle sort ça. Mais comme aujourd'hui, j'ai vraiment fait ce travail sur moi, donc je sais faire ce travail de discernement entre la réalité et les trucs qu'elle me dit et qu'elle y croit, mais parce que c'est une autre génération aussi, c'est d'autres modes de fonctionnement, c'est ce qu'on lui a dit elle aussi, donc elle me le redit pensant que c'est la vérité, alors qu'en vérité, pas du tout, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai ce recul-là que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Avant, moi, tout ce que maman me disait, c'est la vérité. Attends, c'est ma mère qui me le dit, quoi. Donc, comme c'est maman qui me le dit, je gardais ça. Et c'est vrai que nos mamans nous ont dit beaucoup de choses. Je vous jure, un jour, je vais vraiment faire un spectacle et le titre, ce sera Maman m'a dit. Et je vais vraiment raconter tout ce que ma mère m'a dit sur les garçons, sur la sexualité, sur la religion, sur le travail, sur la vie, sur plein de sujets. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'il y a eu énormément de choses qui n'étaient vraiment pas fondées. Mais elle l'a fait dans une posture de me protéger. Et souvent, elles le font parce que pour elles, en fait, c'est leur façon de nous aimer. Alors que nous, ça a quand même des conséquences drastiques, dramatiques sur nous. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que je pense que c'est important quand on évolue, on grandit, on commence à remettre en question, en fait, toutes ces choses qu'on nous dit. Parce que ce sont souvent que des croyances limitantes, que des conditionnements. Et souvent, ce sont des choses qu'on leur a dit, leur mère leur avait dit, et leur mère, la grand-mère avait dit. Donc, l'arrière-grand-mère a dit à la grand-mère qui a dit à notre mère, et notre mère nous redit. Donc, à un moment donné, il faut casser un petit peu ce truc-là qui, à chaque fois, revient. Mais quand on creuse, en fait, des fois, il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Il y a même des choses, tu te dis, mais d'où ça sort? Qui a osé sortir ça en premier? Qu'est-ce que moi, ma mère m'a dit sur des choses où vraiment... Alors moi, un jour, ma mère, elle m'a dit, quand j'étais plus jeune et qu'elle voulait que j'arrive vierge au mariage, elle m'a dit, elle m'a dit, si tu fais l'amour avec un homme, après, tu vas plus t'en passer. Tu auras l'impression d'avoir un ver de terre dans ton vagin qui va tout le temps tourner et tu seras toujours mal à l'aise et tu auras envie tout le temps de faire l'amour. J'ai dit quoi? Et vraiment, j'y ai cru. Et ça, c'était il y a 10 ans. Elle me l'avait dit. Et elle m'avait dit un truc comme ça. Elle m'avait convaincue. Et j'y croyais. Je me disais, ah non, moi, je veux pas avoir un ver de terre dans ma fesse. Elle me dit, ah non, mais moi, je te dis tout de suite, ma fille, quand tu vas commencer à faire l'amour, ça y est, c'est fini. Genre, c'est fini, t'es foutu. Parce que tu seras obsédé par ça. Et tu auras toujours l'impression d'avoir un ver de terre dans le sexe et qui va tout le temps te donner des envies. Et tu vas vouloir le faire avec tout le monde. Oh, ça fait peur, ça fait flipper. Et donc, quand on te dit ça, honnêtement, bah non, tu vas pas le faire. Donc, je vous assure, oh ma mère, je vous jure, un jour, je vais écrire toutes les choses qu'elle m'a dit, mais sur différents sujets, hein, il n'y a pas que sur la sexualité. Sur plein de sujets, elle a ses idées très... Et en fait, quand on regarde, c'est ça, sa mère lui avait dit. Et ma grand-mère, sa mère lui avait dit. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est complètement faux. C'est complètement délirant même, mais je ne vais pas aller la confronter et lui dire, maman, ça ne sert à rien. Elle a ses convictions. Et voilà, après, maintenant, elle va avoir bientôt 60 ans. Enfin, comment je vais faire? Enfin, je n'ai même pas envie d'aller essayer de changer quoi que ce soit. Par contre, la seule personne que je peux changer, c'est moi. La seule personne sur laquelle je peux travailler, c'est moi. Elle croit à ces trucs, c'est ok. Ça n'empêche pas que je l'aime, ça n'empêche pas que je la respecte, ça n'empêche pas qu'on a une relation qui est une relation saine. Mais aujourd'hui, j'ai repris ma vie en main, j'ai fait mes choix. Dans ma tête, je sais ce qui est vrai, ce qui est faux, je sais ce qu'on m'a dit pour me dissuader. Mais voilà, et c'est vrai que des fois, c'est difficile de remettre en question des choses que nos mamans nous ont dit parce que ça reste des figures d'autorité.
Une maman, c'est waouh, c'est la maman. Et donc, une figure d'autorité, quand une figure d'autorité te dit une chose, mais tout ton corps, toute ton âme, tout ton cœur a envie d'y croire. C'est ta maman. Et c'est difficile quand c'est une mère qui le dit et que toi, en tant que fille, tu te dis, ouais, c'est ma mère qui m'a dit, mais je vais remettre en question. Des fois, tu as l'impression que tu es même en train en tout cas, vous, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi, les premières fois, quand je remettais en question les conseils de ma mère, qui est quand même une figure d'autorité, qui est quand même ma mère, je me sentais hyper mal. Je me sentais vraiment mal parce que je me disais, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Attends, c'est ta mère qui a dit ça, mais si elle l'a dit, c'est vrai. Et petit à petit, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi pour faire un discernement. Et ça n'enlève en rien l'amour que j'ai pour elle, ça n'enlève en rien le respect que je lui porte, ça n'enlève en rien la considération que je lui porte. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne dit que des choses comme ça. Des fois, elle dit des choses très sensées. Et c'est là où c'est important d'avoir du discernement. C'est-à-dire, des fois, elle va dire des choses aussi qui sont quand même hyper sensées. Et je me dis, heureusement que ma mère me l'a dit. Parce que là, franchement, c'est super. C'est une chance d'avoir eu sa sagesse, en fait. Vous voyez? Donc, ne pas tout rejeter. Parce qu'il y a des choses que les mamans disent qui sont vraiment importantes et intéressantes et qui vont nous aider. Par contre, il y a des choses qu'elles nous ont dit, ça mérite d'aller à la poubelle directe, quoi, parce que franchement, je ne sais même pas où est-ce qu'elles sont allées chercher ça. L'histoire du ver de terre, là, dans le sexe, je ne l'ai lu nulle part. Et je ne sais pas du tout c'était quoi la référence. Mais bon, ça, on saura peut-être jamais. Je vais accueillir Samia qui rigole, mais je ne sais pas si vous avez vu des trucs comme ça, mais moi, voilà, j'en ai une panoplie de choses comme ça sur différents sujets. Les hommes aussi. Oh my God, les hommes aussi. Qu'est-ce qu'elle me disait pas sur les hommes? Qu'est-ce que ma mère m'a pas dit sur les hommes? Franchement, je pense qu'elle m'a tellement raconté de choses que j'ai grandi avec la peur et le dégoût de l'homme, du sexe masculin. Parce que maman, elle me disait vraiment que c'était comme des prédateurs. Elle me disait, ma fille, t'es une proie pour les hommes. Si tu ne fais pas attention, ils vont te prendre, te jeter, t'utiliser, ils vont te faire un bébé, tu vas être une mère célibataire, et ils vont partir. Enfin, des choses, mais au point où moi, quand j'étais plus jeune, quand je voyais un homme, limite, je le détestais tout de suite. Parce que je pensais à tout ce que ma mère me disait sur le sexe masculin. Et c'est vrai que quand tu as tous ces trucs-là dans ta tête, comment créer une relation saine avec le masculin? Comment créer une relation saine avec un homme? C'est pas facile, hein? Quand tu as ces croyances sur que l'homme, il est mal, t'es une proie, c'est un prédateur, il est prédateur, il va te faire du mal, à cause de lui, tu vas peut-être... ma mère elle me disait, attention aux hommes, si tu as des copains, tu vas rater tes études, tu vas finir mal, et puis ils vont te faire un bébé, et tu seras seule. Enfin, mais vraiment des trucs affolantes. Des choses, mais vraiment affolantes. Et voilà, après, il faut dealer avec tout ça. Il faut te dire, mais... et voilà, après, ça demande quand même de faire un énorme travail sur soi pour aller laisser partir tout ça et recréer d'autres croyances. Voilà, c'est pas facile, mais on y arrive. Et puis voilà, et c'est vrai qu'en plus, il faut savoir que les mamans, quand elles nous disent ça, elles n'ont aucune intention de nous faire du mal. Elles n'ont aucune intention, mais elles s'en rendent pas compte. C'est juste qu'elles n'ont pas la conscience de l'impact de leurs mots, de leurs phrases sur nous. C'est ça. Et la plupart n'ont pas cette conscience encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et je pense que c'est à nous aussi de leur permettre d'avoir cette conscience. Alors je regarde s'il y a eu des messages, des partages, des commentaires. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci pour vos questions, parce qu'à chaque fois que vous posez des questions, ça me donne matière à partager sur mon expérience, mon vécu, et aussi des choses peut-être qui vont certainement vous aiguiller, vous aider surtout à cheminer et à suivre le chemin de votre âme, le chemin, à avoir votre propre chemin. Ce que je vous raconte, c'est mon expérience. Maintenant, à vous d'en faire aussi, de prendre tout ça et de cheminer, de faire votre propre chemin. Moi, je suis là pour éveiller, pour partager. Et oh, merci Samia. Bah écoute, avec grand plaisir, franchement, mais moi je kiffe. Je fais un live tous les jours depuis lundi 25. En fait, je fais un live tous les jours. Ça peut être le soir,
le midi ou la fin de journée, où je partage mon parcours sur le vaginisme, où je donne aussi des conseils sur mon parcours personnel. Donc si vous avez des questions comme ça, comme Miss qui est là quasiment depuis le début, qui pose des questions. Et moi, c'est un grand plaisir si je peux vous aider. Et je pense vraiment que voilà, ça peut être des ressources pour vous aider à cheminer. Voilà, moi, s'il y a une personne qui repart avec, une nouvelle compréhension des choses, avec des questionnements, avec des prises de conscience, avec des déclics, ça me remplit de joie. Parce que notre parcours, c'est aussi l'histoire d'autres femmes. Et je ne sais plus c'est qui disait que on a des fois l'impression de vivre des choses et avoir l'impression d'être les seuls à les vivre. Et quand on en parle, on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul, qu'on est vraiment nombreuses à vivre ça. Et donc, oui, je n'hésiterai pas à partager mes expériences parce que je pense que dans ce que je vais partager, vous allez vous reconnaître dans ces partages-là. Et ce sont ces partages-là qui vont aussi vous permettre de vous sentir moins seul et de savoir que, en fait, mon histoire, c'est aussi l'histoire de milliers de femmes. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup les filles. Merci Eva pour ton message et tes cœurs. Merci Samia pour tes partages. Merci Miss pour tes questions. Merci Eva Lolari pour les LOL. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir été là. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Puis on se retrouve demain, je ne sais pas à quelle heure, mais je serai là jusqu'au 25 mai, tous les jours en live pour vous partager et puis connecter, échanger, créer des liens avec vous. Ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de bisous les filles. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bisous les filles. Ciao. Coucou Dienaba. Ciao.